J'ai un quart de Tiffen. Avant, on avait La deux Tiffen pour une, maintenant on a un quart de transformation. Tiffen. Bon, dommage. Qu'on est des Débilus Maximus. Ah, je reconnais ce mouvement, un typique mouvement de Oui. gym en croix de fer. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, sur le podcast de Moulmoul et Duratron, pour ce 10e épisode. Et nous sommes avec une invitée toute particulière aujourd'hui, j'ai nommé Tiffen. Un max d'applaudissements pour Tiffen. Non, pardon, j'ai oublié que j'étais plus en speaker. Putain, merde, faut que je me remette dans le rôle podcast. Comme dirait n'importe quelle personne qui n'a pas réfléchi à quel point ça veut rien dire, faites du bruit. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, c'est tout. Magnifique. Garde le blanc, je t'en supplie, Malo, garde le blanc. T'inquiète. Bienvenue, Tiffen. Peut-être, Malo, peux-tu nous expliquer pourquoi Tiffen est intervenante aujourd'hui? Alors, Colin et moi, moi, avons eu la brillante idée d'interviewer différentes personnes provenant de différentes disciplines, mais que des disciplines adjacentes au street workout. Grosso modo, on compte interviewer des personnes qui font du street lifting, du set and rep, ou qui s'entraînent au poids du corps, peut-être même l'armée, le powerlifting, même si ça c'est un peu plus éloigné. Et le sujet du jour, c'est donc Tiffen. Ça te plaît beaucoup Gymnastique. Si, ok, c'est bon, gymnastique. Mais attends, mais du coup, moi j'ai une question. Tiffen, elle fait pas de street? Je fais du street également, après un long passé de gymnaste. Eh ben écoute, Tiffen, ce que je te propose, c'est de te présenter, histoire qu'on sache un petit peu ce que tu as fait dans ton passé sportif, si tu travailles, ce que tu fais, les études que tu as potentiellement suivies. Dis-nous un petit peu tout. Ok. Alors du coup, moi j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 7 ans. J'ai jamais eu un très très bon niveau, mais j'ai toujours été du genre à vouloir beaucoup m'entraîner, à chercher vraiment les perfs et à m'entraîner même à côté chez moi en dehors des entraînements. Qui se fait pas tant que ça en gymnastique en général. Ensuite, concernant la gymnastique, j'ai commencé à juger à l'âge de 14 ans. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir juge national. Pour ceux qui connaissent pas en gym, il y a différents échelons. Donc il y a niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Le 4 c'est national et le 5 c'est international. Donc là je le fais toujours. À côté de ça, j'ai commencé à entraîner à partir de l'âge de 14 ans également. D'abord des débutantes, mais j'ai pu aussi entraîner des gymnastes qui ont fait de la compétition régionale, nationale. Donc voilà, ça c'est pour la partie gym. Ensuite, euh, si on reste du côté sportif, comment j'ai découvert le street? Donc en fait, je faisais de la gym à Lannion. Et dans ce club de gym, il y avait Gravity qui venait s'entraîner sur les mêmes horaires. Donc j'ai découvert un petit peu comme ça. Au début, j'avoue que j'aimais pas trop. Je me disais, c'est quoi cette gym de liche? Mais mon Le avis a changé classique. par la suite. Le classique. Mon avis a changé par la suite. Ils m'ont invité à une compétition. Donc la Gravity Armoric Battle Tour 1 ou 2, je sais plus. C'était en 2018 en tout cas. Ça- 2018, ça devait être la 1. Euh, Ouais, 2018, c'est la 1. La 2, elle était en 2021. et je me suis rendue à cette compète, je pensais seulement regarder. Et au final, il n'y avait pas cette fille, du coup on m'a dit ouais, tu fais de la gym, tu peux pas participer. Au final, j'ai gagné. Il y avait peut-être pas de niveau de fou chez les filles, donc voilà. Mais bon, ça faisait une première victoire dans le street et petit à petit, comme ce que je disais tout à l'heure, en gym, j'étais beaucoup du genre à m'entraîner à côté, à faire beaucoup de préparation physique chez moi, dans les sports qu'il y a un transfert dans ma pratique gymnique. J'en ai pas vraiment eu, mais pas très grave. Du coup, j'avais toujours cette dynamique un peu de m'entraîner à faire tout ce qui est presse, Stalder, etc. chez moi. Donc j'avais déjà un peu cette dynamique d'entraînement qu'on a dans le street, de faire des petits programmes, etc. Naturellement, je me suis un peu plus dirigée vers le street parce que je progressais plus trop en gym. Je voyais que j'allais jamais atteindre mes objectifs. Je voyais qu'en street, c'était plutôt mon truc, les figures de force et tout. Donc voilà, naturellement, je me suis vraiment concentrée sur le street.
si je peux me permettre, parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas, même si c'est quelque chose qu'on connaît, si on s'intéresse un peu à la gym, les figures de force telles qu'on les retrouve dans Street, elles n'existent que dans la gym masculine, pas dans la gym féminine, on est d'accord. Alors c'est vrai que les planches, les maltaises, tout ça, bon, on va retrouver ça que du côté masculin. Pareil pour le front lever, back lever. Par contre, tout ce qui est Stalder Press, E-sit, on peut le retrouver en gym féminine. Tu pourras le mettre où tu veux dans ton montage en fonction, mais j'ai retrouvé l'info, et donc non, en fait, c'est bien la première édition qui a eu lieu en 2019, en août 2019, et la deuxième édition, il y a bien eu le gap, où du coup ça a été repris en août 2021. Ah ouais, ok. Ouais, du coup, je pense qu'on peut commencer à décrire un petit peu la gym pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui viennent du street. Tiffen, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences gymnastiques artistiques masculines et féminines? Peut-être même nous expliquer la différence entre la gymnastique artistique et la gym rythmique ou ce qu'on appelle la gym en général. Je t'en prie. Ok. Déjà, c'est une bonne idée de faire la distinction entre gym artistique et gym rythmique, parce que souvent on confond les deux. Donc, gym rythmique, c'est tout ce qui se fait avec les ballons, les cerceaux, les rubans, etc. Alors que la gym artistique, c'est la gym un petit peu plus acrobatique, où on va avoir 4 agrès dans l'ordre olympique. Donc le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre d'équilibre, donc là où il faut évoluer sur une surface de 10 cm de largeur à 1,25 m de haut, il me semble. Et puis le sol, où là on va plus faire des acrobaties, de la chorégraphie et un petit peu de saut gymnique, donc tous les sauts où il faut être au grand écart. A l'inverse, les garçons, il y a 6 agrès. En commun, on a le saut de cheval et le sol. À savoir que C'est quoi le le saut sol de chez les cheval? garçons, il y a peu de saut de cheval pour le décrire. Compliqué, hein? Faudrait une image, je pense. Alors, si tu veux, moi, je peux un peu l'expliquer parce que je pense que je devine comment les gens vont visualiser le truc. Si vous voyez les arçons, donc les arçons, je pense que vous connaissez un peu plus, vous savez, c'est cette espèce de bout de cuir Le banc. solide avec deux poignées dessus, c'est un espèce de banc. Donc ça, c'est masculin, et où les hommes vont faire justement des espèces des trucs que dans le commun, dans l'imaginaire commun, c'est des trucs de break. Mais en réalité, ça vient de la gym. Donc, vous visualisez les Thomas, vous visualisez ce genre de trucs, des petites montées, équilibre, sorties, etc. Bah voilà, c'est les arçons. Vous prenez ça, vous l'élargissez, vous enlevez les poignets. Et ben, ça va être un truc sur lequel les hommes et les femmes vont prendre appui pour faire un espèce de méga jump. Genre, vraiment, vous faites un melting pot où vous allez vous taper un 100 mètres. À la fin du 100 mètres, vous prenez appui avec les mains sur cette espèce de gros bout de cuir et vous vous catapultez pour faire des acrobaties et atterrir. Voilà. Franchement, c'est la meilleure Là, description du saut de là cheval que Tiffen, j'ai elle me entendu. déteste parce que c'est tellement hors sujet. Mais je pense que l'image que vous avez en tête, si vous avez jamais vu de saut de cheval, c'est à peu près ça. Tiffen Ça ne semble valide pas. clair. Si, totalement. 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 Donc, Et du coup, ouais, pour compléter, après, donc il y a le cheval d'arçon, le saut de cheval, le sol pour les garçons, la barre fixe. Donc là, c'est un peu comme en street en fait. C'est pas similaire, c'est juste que la barre est peut-être un peu plus souple et plus fine. Mhm. Ensuite, on a les barres parallèles, donc pareil, ça peut être assez similaire à ce qu'on voit en street, même, notamment quand les gens font du freestyle pour les barres parallèles. Et puis les anneaux. Les anneaux. Donc, je pense que vous avez tous déjà vu Samir Al-Saïd ou les Chinois faire des croix de fer, des maltaises, bon voilà. oh, tu cites Yuri Van Mhm. Gelder et t'as tous les street. Oh oui. Ah, pardon. Qui ont vu les Van compilations Gelder. YouTube, Lord of the Ring et tout. Absolument. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, Zanetti, c'est le nom d'un gymnaste et Van Gelder aussi. Tout à fait. Exactement. Parce que en gymnastique, tu peux donner ton nom à une figure si tu le rentres en compétition internationale et que t'as dit genre je vais faire ce move là, voilà, et c'est un truc du genre, je sais pas exactement, corrige-moi Tiffen si tu sais, mais c'est de ce que j'avais entendu c'était ça. C'est exactement ça. Il faut être soit aux Jeux Olympiques, soit aux Championnats du Monde. Je suis pas sûre que ça compte pour les Championnats d'Europe. Mais voilà, faut réussir l'élément et en effet, le pre-shot quelques jours avant. Ouais, il me semble même qu'il faut le montrer en vidéo avant pour qu'il Oui, puisse c'est estimer ça. les Et comme points. ça, Sinon, t'as les. 0 points, c'est considéré comme invalide. C'est ça.
Ce qui donne d'ailleurs des trucs assez rigolos qui m'ont énormément fait penser à l'escalade, c'est que du coup, tu as des mecs qui arrivent et qui vont inventer un mouvement, et donc littéralement, ils sont les seuls à pouvoir donner une cotation, ils sont les seuls à pouvoir donner les critères d'exactitude. Par contre, en échange, ils doivent se cantonner à leurs critères d'exactitude, etc. Et ça doit être validé par des juges. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en escalade. Par exemple, la voie la plus dure du monde, quand elle est faite par une seule personne, bah, c'est lui qui dit quelle cotation ça vaut. Et tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas faite, on est obligé de se fier à lui. Et il me semble que c'est la même quand Zanetti avait fait son mouvement. Du coup, c'est lui qui le rangeait dans le tableau sur validation des juges, mais c'est lui qui estimait les difficultés et les critères d'exactitude de ce mouvement. Ah, j'ai un petit doute sur ça. Enfin, en tout cas, je sais que chez les filles, il y a un comité supérieur des juges internationaux, enfin les plus forts juges, quoi, et c'est eux qui décident. Oui, mais Ouais. si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que eux, ils font la validation. C'est-à-dire que tu es censé soumettre sur base des règles générales de gym, s'ajoute tel critère, tel critère, tel critère, voici une vidéo de l'exécution, voici l'exécution parfaite, je veux le nommer comme ça et je considère qu'il vaut tant de points, et ça, tu l'envoies justement au comité et le comité valide ou non. Bah, dans tous les cas, c'est eux qui ont le dernier mot. De toute façon. Oui, c'est ça. Et ça me fait Ok. penser que là, aux Jeux Olympiques, du coup, Samir Atayid avait déposé un nouvel élément qui était backlever, poussé à la full planche et après presse. Et au final, il l'a pas fait, donc il n'a pas pu avoir son nom sur cet élément. Ok, donc Samir Al-Saïd, on peut le dire, un très très bon gymnaste français, il est spécialiste des anneaux, et on espère qu'il va choper sa médaille d'or contre les Chinois, un de ces quatre. Bonjour. On a dit pourquoi tu t'étais tourné vers le street, je pense qu'on a bien présenté la gymnastique, et dans l'épisode du jour, on va donc comparer la manière dont on conçoit des entraînements en gym et dont on conçoit des entraînements en street. Donc on parlera aussi un petit peu des méthodes qui se pratiquent dans chaque discipline, et on pourra même prolonger vers la compétition, comment est-ce qu'on prépare une compétition. Tiffen, est-ce que tu pourrais nous dire, nous donner un exemple de séance type en gym, et nous, du coup, on va réfléchir tous ensemble aux grosses différences qu'il y a par rapport au street et comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de l'un ou s'inspirer de l'autre positivement. Ah, mais alors, va falloir définir l'échelle, parce que je suppose que Tiffen, elle va pas nous répondre la même chose si c'est quelqu'un qui veut rentrer au Pôle France, si c'est quelqu'un qui prépare les mondiaux, ou si c'est quelqu'un qui veut passer de l'amateur au pro. Je pense que dans tous les cas, la structure d'entraînement est toujours à peu près similaire. Ok. Ce qui se fait en gym, en général, même peu importe le niveau, ce qui se fait en général, dans la plupart des cas, c'est qu'il y aura d'abord un échauffement articulaire avec un peu de base technique, donc reprendre les handstands, les roues, les rondettes, enfin après ça va dépendre du niveau, chacun aura ses bases techniques. Ensuite, souvent, ça se poursuit par un petit peu de préparation physique, 15-20 minutes. Souvent, les séances vont ensuite être composées de deux agrès. Donc, par exemple, 45 minutes aux barres asymétriques et 45 minutes à la poutre. Et puis souvent, ça se termine par soit un petit peu encore de préparation physique et enfin des étirements. Mhm. Euh, je peux me permettre, il me semble d'ailleurs même que dans le choix des deux agrès, c'est toujours des agrès qui se répondent. Typiquement, s'il y a du sol, donc majoritairement accro, on va pas mettre avec le saut de cheval qui est majoritairement accro. On va essayer de jouer un peu, par exemple, haut du corps, bas du corps, ou de jouer un peu acrobatie, force, ou ce genre de choses, c'est ça? Et bien sûr, bah, après, ça dépend des clubs. Là, c'est vrai que c'est plutôt la structure optimale, mais c'est vrai que selon les clubs, c'est pas forcément possible, Mhm. selon le nombre de gymnastes dans la salle. Ok. Et justement, dans ces cas-là, donc je traduis parce qu'ils ont dit accro, tout ça, donc il y a les agrès plutôt acrobatiques qui sont principalement axés sur les pirouettes dans les airs et autres, et il y a des agrès qui sont plus axés sur de la force, euh, force et ou au mouvement plus contrôlé. Donc, quand on organise des séances de gym, on commence par l'agrès qui est le plus axé force ou le plus axé acrobatie. Est-ce qu'il y a une préférence en général ou pas? Alors honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de préférence, que ce soit à n'importe quel niveau, parce que là, par exemple cette année j'étais au Pôle France de l'INSEP. Sur ça, j'ai pas remarqué que les entraîneurs faisaient un choix particulier par rapport à ça. Sauf si, par exemple,
Par exemple, si les gymnastes travaillaient les barres asymétriques pour une compétition, donc les barres, ça va être un peu l'agré le plus physique, surtout au niveau du haut du corps. C'est vrai qu'elles avaient tendance à le faire en premier quand même. Est-ce que éventuellement tu peux nous expliquer les barres asymétriques? Parce que s'il y a des streeteux qui en ont vraiment jamais vu, c'est pas un truc qui paraît évident. C'est comme une barre fixe. C'est juste que tu as deux barres, une petite et une grande. Et ça permet de faire un peu des transitions entre les deux barres. Mais sinon, il y a les basiques aussi, bascule, finger, soleil, giant. Ok. Est-ce qu'on peut faire peut-être un parallèle avec quand on a des streeteux qui font de l'agilité sur une cage et qui vont faire par exemple un balancé, lâcher, ils font un salto et ils rattrapent la barre d'en face ou ce genre de truc? Ça peut être. C'est dans ce mood-là? C'est ça. Totalement. Ok. Oui, désolé, je joue un peu le con, mais parce que comme ça, on explique correctement. Alors, comme ça, on est sûr que même s'il y a des personnes qui ont 40 de QI qui écoutent le podcast et captent tout. Putain, ça c'est bien, Colin, merci. Alors, je Très bien. pensais pas dans ce sens-là, je pensais plus dans le sens les gens qui ont jamais vu de gym, alors que tous les trois on a vu une gym, mais Non, après, sur l'entraînement, ça me fait penser aussi sur la planification comparée à ce qu'on fait en street. En gym, les compètes, là, on va prendre sur un niveau national et en dessous. Là, je compte pas les internationales qui ont des compètes toute l'année. Mais au niveau français, national et régional, etc., les compétitions commencent en janvier et se terminent en juin. Donc on va avoir toute une phase préparatoire de août à décembre, suivie d'une phase de compétition. Alors que comparé au street où on a un peu des compétitions, si on veut s'inscrire à des compétitions toute l'année, c'est possible en fait. Mhm. euh, pour le coup, ça m'intéresse parce que ça, c'est un truc dont j'ai parlé plusieurs fois, vu que je prends souvent les gymnastes comme exemple de la préparation ultime, pas dans le sens où c'est la meilleure, mais dans le sens où rien n'est laissé au hasard. Est-ce que tu peux confirmer ce que j'avais cru comprendre, en tout cas au niveau du pôle France, donc plutôt national-international? Moi, ce que j'avais vu, justement, tu disais jusqu'à juin, moi j'avais vu que donc souvent on considère le cycle à partir de l'été. L'été, on leur demande limite de pas tellement faire de gym, genre ils gardent la technique des mouvements, mais sinon, allez faire de la natation, allez faire de la course, allez faire du vélo, prenez vos vacances et travaillez tous les trucs que la gym peut éventuellement pas travailler. Au retour de ça, on repart sur le cycle de charge progressive assez logique où ils vont commencer par de la musculation, beaucoup de volume, une intensité assez basse. Ensuite, ils vont retravailler tous les mouvements qui étaient censés être acquis de l'année dernière. Là, c'est justement le moment où on voit si on peut aller chercher plus loin. Parce que est-ce que tout ce qui était tout juste maîtrisé l'année d'avant, est-ce que maintenant ça passe facile? Si ça passe facile, on inclut des nouveaux mouvements d'apprentissage. Et plus on va s'approcher des compétitions, plus on va valider ce qui est... On peut le rajouter alors qu'on ne l'avait pas avant, mais c'est suffisamment maîtrisé. On a validé ce qui était justement dans le entre-deux avant, et du coup ça passe, il n'y a pas de doute, et quels sont les poncifs qui passent à tous les coups, qui font gratter bien des points, et on commence à rentrer dans de la logique de combo, de plus en plus de combos, et puis ensuite il y a cette dernière petite phase de perfectionnement, où on va travailler la transition qui accroche, l'agrès où on a des faiblesses, parce que pour ceux qui ne savent pas, sauf de très très rares compétitions très spécifiques, tu vas confirmer Tiffen si je dis pas des bêtises, dans une compétition, tous les gymnastes vont faire des points pour leur équipe sur tous les agrès. Donc du coup, on ne peut pas se permettre qu'un gymnaste, même s'il est monstrueux sur un agrès, soit parfaitement inexistant sur un autre. Et souvent, d'ailleurs, quand on voit que c'est un peu peine perdue, c'est très con, mais enfin c'est très con, mais c'est efficace. C'est le truc qu'on va corriger en dernier, mais pour que ce soit le plus vif à la compétition. Est-ce que j'ai dit aucune connerie ou il y a des choses où tu voudrais préciser, corriger? Non, aussi, sur le principe général, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment ça, cette logique d'aller vers beaucoup de volume et petit à petit aller vers un peu de l'affinage. Non, par contre, c'est vrai, faire tous les agrès, non, c'est pas forcément obligé. Ah En ok. fait, ça dépend du nombre de personnes dans l'équipe. Et puis aussi, plus tu augmentes en niveau, plus c'est plus ou moins possible de se spécialiser. Puis il faut aussi savoir qu'il y a des compètes par équipe et individuelles. Donc là, par contre, individuel, c'est soit tu fais tous les agrès, soit tu décides de t'inscrire sur le championnat seulement de ton agrès, quoi. Par exemple, il me semble qu'au JO, il y a les deux. Par exemple, l'équipe de France peut remporter la médaille d'or générale et à côté, un Samira Saïd pourrait remporter la médaille d'argent anneau. C'est ça? Ouais. Exactement. Il pourrait pas remporter la médaille d'or. Il est pas encore assez fort.
Moi, je disais médaille d'argent parce qu'il me semble que ça s'est fait, médaille d'or. Oui, oui, Allez, je crois. allez. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de la gymnastique aussi et justement j'étais tellement éclaté à la barre fixe que j'en étais rendu à faire des muscle-up quand je devais passer en compète. J'ai fait découvrir à mes coachs d'ailleurs que c'était un mouvement reconnu. Ça ne valait pas de points, mais au moins ça t'en faisait pas perdre, tu vois. Mais ouais, du coup je passais pas sur la barre fixe quand on était en équipe. J'ai dû faire une ou deux compétitions comme ça. Que je passais pas sur la barre fixe parce que j'étais trop éclaté et j'aurais fait perdre trop de points à l'équipe. Je passais juste sur les anneaux en fait, éventuellement le saut ou le sol et basta. Que tu peux choisir en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe. Je crois que moi j'étais passé sur 3 ou 4 agrès. 4 je crois. Oui, c'est ça, Encore en une fait, bah, je sais pas, sur une équipe de 5 personnes, on va dire que le règlement va obliger à faire passer 4 personnes. Donc forcément, à chaque fois, il y a une personne qui ne passe pas tel agrès. Mhm. Et donc forcément, le coach va décider de exempter le plus nul à cet agrès. Comme Malo à la barre fixe. petit Euh, moment correction, encore une fois. Du coup, j'ai été bâtard dans les deux sens parce qu'à la fois Samira Eid Saïd, aux internationaux, il a remporté non, 4 médailles d'or dans des compétitions internationales. Par contre, JO, Europe et mondiaux, zéro. Ni médaille d'or, ni médaille d'argent. Si, Europe, une médaille d'or, pardon. Europe, une médaille d'or. Mais par ok, contre, beau gosse. du monde et JO, non. Et Ça va venir. c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, faut savoir que les internationaux, c'est une étape de la Coupe du Monde, c'est comme la Coupe du Monde en foot. Et donc c'est quand même, il y a moins de gymnastes qu'au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça. Et paradoxalement, d'ailleurs, je crois que les européennes sont plus hautes que les internationaux. C'est ça? Enfin, on pourrait pas trop dire parce que c'est pas les mêmes gymnastes en fait. Ok. Je pense que niveau compétition, on a bien fait le tour, on a expliqué comment ça fonctionnait. Maintenant, si on discute un petit peu plus de ce que tu nous as raconté sur l'entraînement, donc là on parle de l'entraînement hors compétition, hein, tu as dit un entraînement classique, bah, les gymnastes ils vont bosser, enfin il faut commencer par faire un échauffement articulaire. Pour avoir testé, c'était une bonne vingtaine de minutes. Échauffement articulaire et des gammes, donc tu fais tes roues, des débuts d'ATR, ou les petits sauts de lapin, des trucs comme ça, euh, pour faire monter le cardio et en même temps chauffer les articulations. Donc ça c'est la première différence, je pense qu'on peut parler de ça et on traitera des autres différences au fur et à mesure. Différence sur l'échauffement. Comment? Il y a le rodage technique aussi avec ça. La fameuse phrase que je disais où les gens s'autorisent plus à faire de straddle dès qu'ils ont full, alors qu'un gymnaste, même quand il va au JO, il continue de faire ses roulades. La raison, c'est que les bases, il les ponce, il les ponce, il les ponce, il les ponce, il les ponce. Faudrait que, je sais plus, je crois que c'est Mathieu Tixier qui m'avait dit, une roulade n'est jamais parfaite. Le meilleur gymnaste du monde n'a pas une roulade parfaite, donc il doit continuer de travailler sa roulade éternellement. Mhm. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est quelque chose qui fait écho à Tiffen, mais je sais que c'est un discours que j'avais entendu. Mathieu me l'avait vraiment dit tel quel comme ça, mais c'est un discours que j'entendais chez un peu tous les gymnastes que si tu veux un move de ouf, il faut que tu sois expert du move le plus nul. Ouais, totalement. Et ouais, puis ça me fait penser sur l'échauffement, c'est vrai que en street, on voit beaucoup l'échauffement classique. Je fais un peu de mobilité, je fais un peu d'élastique, je fais un ou deux handstands et puis voilà. Par contre, en gym, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a moins ce côté-là, préparer les muscles, faire un petit peu d'activation musculaire. Alors que, pas expert du côté gym masculine, mais bon, il y a quand même beaucoup de figures de force et faire un peu ouais, d'élastique, préparer les muscles à l'effort, je trouve que c'est pertinent. Alors, pour donner mon expérience de gymnastique masculine, on bourrinait la coiffe des rotateurs en début de séance, mais quand je te dis on bourrinait, vraiment je peux te ressortir le protocole de tête, je crois, tellement le protocole il m'avait flingué les premières fois que je l'ai fait. On avait des rotations comme ça là, on en avait 20 à faire avec l'élastique 15 kg de Décathlon. Donc déjà, l'élastique 15 kg, t'es là, j'arrive pas à aller au bout. Qu'on avait ouais, une vingtaine à faire. Ensuite, on avait les rotations comme ça. Et ensuite, on allait au sol. Donc on mettait des haltères sur nos pouces.
genre, enfin des disques de 1 voire 2 kilos. Et tu t'allongeais au sol en mode Superman comme ça. Tu essayais de lever les mains le plus haut possible et on faisait vraiment un truc de 1 minute ou 1 minute 30 avec des petites rotations, tu fais 10 répétitions devant, tu bloques 10 secondes devant, tu reviens ici, tu bloques 10 secondes ici, tu fais 10 reps complètes. C'était interminable. Et surtout, tout ce que je t'ai dit là, on le faisait 2 fois. Et ensuite, on faisait le. Enfin, je crois qu'on faisait l'échauffement de base, genre les petites roulades, des trucs comme ça. Et ensuite, on faisait ça. Et ensuite, on commençait la séance. Donc, on avait déjà 30 bonnes minutes d'échauffement. Ouais, est-ce que c'est vrai que là, sur le papier, enfin, je me dis, est-ce que la gym n'aurait pas à prendre du street sur l'échauffement, notamment pour les figures de force? Oh, ça c'est. Garde, ça c'est incroyable, ça. Ça c'est une dinguerie, ça. C'est bon, on a le teaser du podcast. Oh là là, on va avoir 150 gymnastes. Alban, Alban Winkler, salut à toi. Viens nous taper dessus. Vas-y, Fred Pascalin, viens nous taper dessus. Viens. Franchement, vous avez le droit. Je vais me faire exclure la FFG, là. Ah, mais moi c'est bon, j'ai plus le droit d'aller à la CGL. Hein. Alors, mais je suis d'accord que c'est discutable. Non, mais je suis d'accord avec toi en vrai. En fait, c'est les deux. C'est Nous, on aurait pas. à apprendre du conditionnement sur l'ouverture, la mobilité et sur la stabilisation, parce qu'on n'en fait pas assez. Par contre, sur l'aspect cohérence, omoplate, épaule, enfin du coup, omoplate, humérus, clavicule, sur la capacité justement d'ouverture et de fermeture, je sais on est plus loin qu'eux. Et c'est très drôle parce que ça se sent que nous, on y allait au hasard, à l'instinct. Et je pense que c'est précisément pour ça qu'on y arrive mieux. C'est parce que du coup, à l'instinct, on tente des trucs qui sur le papier ont pas de sens et qui dans le concret, au ressenti, ça marche. Là où la gym étant très 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 cadrée, je pense que s'il n'y a pas limite un dossier de 40 pages qui explique à quel point c'est bien, il y a peu de coachs qui prendraient le risque de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça Mhm. que souvent les meilleurs coachs en gym sortent de l'URSS et on commence à les perdre. C'est parce qu'à l'époque, eux, ils étaient enfermés, ils avaient aucune info, ils expérimentaient et c'est horrible ce que je veux dire, hein, mais s'il fallait casser du gamin, ils cassaient du gamin. Enfin, même sur l'entraînement des figures de force en gym, alors, vous allez peut-être me corriger, vous avez plus d'expérience avec les garçons, mais de ce que je vois et de ce qu'on a pu me dire, notamment par exemple un entraîneur qui me disait, je lui demandais comment t'as appris le mana à tes garçons, et il me disait bah juste on essayait 10 minutes en début de séance et puis il finissait par l'avoir quoi. C'était peut-être Complètement. des petits garçons plutôt doués bien sûr, mais c'est vrai qu'on voit rarement, peut-être à part les spécialistes anneaux par exemple, mais on voit rarement des séances entières axées sur une figure de force comme on peut le faire nous en street. Et je pense que c'est là-dessus que la gymnastique a besoin d'apprendre du street. En général, j'ai remarqué que la gymnastique avait une vision extrêmement long terme de la performance, là où en street c'est tout le contraire, on est à une vision très très court terme. Nous, notre échauffement, il va être beaucoup plus court que ça. On a beaucoup moins de consolidation des acquis. Par contre, on est beaucoup plus spécialiste que ce que fait la gymnastique. Donc les gymnastes, bah, ils sont extrêmement polyvalents, certes, mais justement, c'est parce que ce qui est recherché en compétition, c'est souvent pas la même chose. Les spécialistes anneaux, je suis sûr qu'ils travaillent, ils font des séances dédiées à un skills, ou du moins focalisées sur une chose. Là où la plupart des gymnastes doivent bosser les 6 agrès, donc ils peuvent pas se permettre d'être aussi spécialistes, ou du moins la tendance actuelle des coachs en gymnastique fait qu'ils ne se spécialisent pas autant. Après, tu me corriges si je me trompe, Tiffen, mais je sais que, enfin, je pense savoir que chaque club de gym a ses propres fonctionnements. Ouais, il n'y a pas une règle de la gymnastique à suivre de base. Tout le monde est psychorigide et a son truc à sa manière, mais ouais, il n'y a pas de règle universelle dans l'entraînement en gym. À la CGL, je l'avais beaucoup remarqué parce que justement déjà tu voyais des changements de type d'entraînement et même de mentalité du coach envers le coaché en fonction du niveau, en fonction du niveau de maîtrise, en fonction de l'intelligence du gars. Donc nous qui parlons tout le temps d'individualisation malo, pour le coup, la gym part d'un truc extrêmement général et long terme pour
plus on avance en termes de niveau et en termes d'années d'expérience, plus ça se précise. Je précise bien en termes d'années d'expérience aussi, parce que par exemple, des gars de 30 ans qui n'ont plus le niveau national ou international, mais on sait qu'ils ont 25 ans de gym derrière eux, eh ben, ils vont avoir un coaching qui est beaucoup plus individualisé et qui est beaucoup plus, on va spécifier ce truc-là, ou cette ancienne blessure-là, ou ce placement-là, et c'est tout, même s'ils continuent de faire des compétitions et que les gars n'ont pas un niveau général de fou. Là où les gamins, le but, c'est on te fait progresser très lentement, mais partout. Et je pense que ça vient d'une volonté de ne pas prendre de risques. Mm. Et aussi d'écumer, c'est-à-dire de prendre le temps de garder l'élite génétique. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué dans le pôle France. C'est-à-dire qu'en fait, si on cherche pas à faire des monstres de n'importe qui, c'est parce qu'on s'en fout. On veut un monstre qui est capable de battre tout le monde. Et pour ça, on prend plein de lièvres. Voilà, comparaison du chasseur. Vas-y, Tiffen. Qu'en Non, c'était penses-tu? comparaison course à pied. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, j'ai fait 4 clubs de gym et je trouve qu'il y a quand même des grandes lignes qui restent. Mais c'est vrai que plus on avance avec l'âge et plus on avance avec l'expérience, et plus on va être sur du travail en autonomie et moins avec le coach qui dit chaque minute quoi faire, quoi. Pour l'aspect échauffement, moi personnellement, je trouve pas que ce soit intéressant de faire des échauffements aussi longs que ce que j'ai pu faire en gymnastique. Pour le street, je serais beaucoup plus bref. Pour la gym, même bourriner autant sur la coiffe des rotateurs, je trouve que c'est un peu bon. On sait que cette zone-là, elle est sollicitée. Donc on va bourriner tous les exercices que je connais, je les mets dessus. Et comme ça, on est sûr que c'est à peu près bon. Euh, je trouve ça bof parce que surtout quand on est dans de la prophylaxie, donc prévention des blessures, ou quand on est sur de la rééducation, bah faut faire attention au volume qu'on fait parce que ça peut vite devenir contre-productif. Donc en échauffement particulièrement, faire une petite série juste pour que ça chauffe et que tu ressentes mieux le muscle, pour que ça améliore ton activation derrière, que tu comprennes mieux comment appliquer ça dans les mouvements plus complexes, ok. Mais bourriner autant et vouloir faire du renforcement avant d'avoir commencé la séance où tu forces vraiment ou alors où tu bosses tes skills, là moi je suis moins pour. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi en street, mais je trouve qu'en street, on est beaucoup à avoir une formation dans le sport ou en tant que préparateur physique. Là où en gym, sur les formations, oui, il y a des gens qui ont fait STAPS, des gens qui ont fait des BPGEPS, des DEGEPS. Mais est-ce que les contenus de formation sont à jour sur tout ce qui va être préparation physique et préparation à l'effort? Ça, je ne sais pas. Ben, c'est très interne en gym, j'ai l'impression. C'est-à-dire que déjà, il y a énormément d'athlètes qui vont avoir tendance à être, alors je suis désolé, ce n'est pas insultant parce que ça fait des athlètes incroyables, mais qui vont avoir tendance à être un peu des singes savants qui font bien ce qu'on a dit, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, mais par contre, ils exécutent à la perfection. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui mettent dans ce mood-là un peu, de tu n'as pas à savoir le pourquoi du comment, tu as à faire. Et je pense que ça détermine un peu un mood qui, à mon avis, est pas si déconnant pour la visée haut niveau. Parce que quand on te dit, bah tu vois, là, il y a 365 000 personnes qui vont te regarder tenter de t'arracher une épaule dans une routine de 2 minutes où le moindre mouvement demande la quantité d'énergie que la majorité des gens ne mettront même pas dans toute leur vie, ouais, il faut débrancher le cerveau très très fort. Mais le piège, c'est que, comme tu le dis, du coup, rares sont ceux qui vont aller chercher une expertise en dehors de la gym. Or, du coup, l'expertise de la gym est faite sous ce prisme-là très souvent. Sauf quelques personnes qui vont chercher à sortir du moule et qui souvent vont devenir les meilleurs entraîneurs. Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup les entraîneurs qui vont reproduire ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant que gymnastes. Je pense à un exemple qui va peut-être vous faire tiquer en tant que préparateur physique. J'avais un entraîneur qui avait été dans l'équipe olympique de Roumanie, en tout cas très proche de ça, en tout cas. Donc c'était à l'époque de l'URSS et tout. Et ce qu'on faisait en préparation physique, c'est qu'on devait faire 1000 squats complets à la suite, au poids du corps. Et ça, 4 à 5 jours par semaine. Et je me rappelle que à la fin de 2 semaines à avoir fait ça, je me suis fait une entorse des genoux, du genou. Et ça, pour moi, ça rentre pile dans le on forme un mental plus qu'un corps.
Le corps, on espère qu'il est parfait et on va l'améliorer, mais l'important, c'est le mental. Et on s'en fout qu'on en casse sur le chemin. On garde ceux qui tiennent le coup. C'est ça. Ça y ressemble vraiment. Bah, typiquement, tu parlais de trier la génétique. Pour moi, on trie la génétique et le mental qui va avec. Parce que tu regardes, en fait, juste tu fais quelque chose qui est trop dur volontairement, très psychorigide, et tu vois, pour ceux à qui ça convient de fonctionner comme ça. Mhm. Et il faisait pareil avec, c'est la mentalité plus soviétique en général. Les autres préparateurs dans les autres disciplines, que ce soit l'haltérophilie ou autre, ben, en fait ils trient, ils font toujours ce processus de sélection là. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui parlait de rééducation, genre une personne s'était pétée et pour vérifier si tu avais bien fait ta rééducation, tu devais faire de la plio en sautant de 3 mètres de haut. C'était. C'était que genre. Tu finis ta. Allez, vérification. Genre, what the fuck. Tu sautes de 3 mètres de haut et tu dois faire un petit rebond comme si de rien n'était. Non, mais. C'est des tarés. Enfin, t'avais peut-être quelque chose à rajouter, Tiffen? Oui, juste très rapidement, hein, je peux dire, si on compare avec le street, bah en fait, les très bons génétiquement, peu importe l'entraînement qu'ils vont faire, ils vont quand même réussir à avoir un niveau très correct. Hmm. Surtout au départ, en fait. Ils vont surtout progresser très très vite au départ. Et plus loin, ils vont être limités s'ils s'entraînent n'importe comment. Si on poursuit un petit peu dans l'entraînement, donc on a dit que l'échauffement pour le street, nous on faisait plus court, souvent c'était mieux, et on s'inspirait plus de la musculation que de la gym là-dessus. On voit pas souvent des streeteux faire des petites roulades ou des roues avant de commencer leur séance, voire on s'échauffe pas du tout. Ça pourrait être le sujet d'une autre Si, vidéo. si, il y a côté plancheux, on est très gymnique. Côté plancheux, on va faire quelques lignes, quelques envoyés placés, relâchés, envoyés placés, relâchés. C'est très gymnique, ça. C'est pas aussi poussé que ce qu'on fait en gym. En gym, il y a Non. vraiment tu fais un échauffement ultra général, même si tu as une séance relativement spécifique derrière. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, on le fait pas. En vrai, ça, c'est vrai que c'est ce qu'on voit en général en gym. Mais cela dit, là, j'entraîne dans un club sur Paris et là, je vois qu'en fait, ils font pas forcément ça. Enfin, ils vont faire un échauffement spécifique barre asymétrique, un échauffement spécifique poutre et je trouve ça assez pertinent au final. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'heures devant soi. Bah, c'est une bonne chose, typiquement. On a dit que les clubs de gym n'entraînaient pas tous de la même manière. Donc, moi, c'est ce que j'avais observé dans les deux clubs que j'ai pu expérimenter. Mais si tu me dis que maintenant, ça commence à sortir un petit peu des codes, c'est une très bonne chose. Pour l'échauffement, ok, c'est vu. On a vu que les séances aussi en street, on était souvent beaucoup plus spécialistes. En street, c'est beaucoup plus commun de voir des personnes qui s'entraînent juste sur un mouvement que sur tous leurs skills dans la même séance. Et ça paraît logique que si tu concentres la majorité de tes efforts sur une chose, bah, tu vas plus progresser sur cette chose. Pour la gym, ce que je ferais si je devais me rentraîner en gym personnellement, c'est que je concentrerais quand même une séance sur un agrès et particulièrement un move de l'agrès, mais je maintiendrai le reste. Parce que de mon expérience, vous me direz ce que vous en pensez, mais le fait de se focaliser sur une chose et de maintenir le reste, ça fait progresser plus vite que essayer de bosser sur tout en même temps. Je suis assez d'accord. Ça, oui, enfin oui, je ressens ça aussi. Et puis c'est un peu la problématique qu'ont les gens qui travaillent l'agi et la force en même temps. Je vois pas du tout de quoi tu parles. La J, Bah, je Rétrograde suis pas d'une l'impression vitesse. que... donc ok, ça c'est pour le corps de séance, et justement j'avais posé la question de si on commençait les séances de gym plutôt par quelque chose d'accès force ou plutôt par quelque chose d'accès agilité, acrobatie. Euh, Là, ça m'intéresse d'avoir votre avis parce que moi, l'agilité, j'en fais pas des masses. J'en fais une fois par an, tu vois, c'est comme Noël. Donc, Colin, toi qui bosses les deux, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis là-dessus? Si tu devais bosser les deux à chaque séance et que les deux importaient autant, enfin si tu devais bosser les deux et que les deux importaient autant, comment est-ce que tu ferais? Est-ce que tu commencerais plutôt par force, ensuite agilité? Est-ce que tu séparerais les deux à chaque fois? Dis-nous tout.
Bah pour le coup, moi justement, j'ai un truc qui est très typé gym ou en tout cas de la gym que j'ai croisé au cours de mon parcours, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à progresser en agilité. Je pense que, alors il y a des gens qui doivent froncer les sourcils en m'entendant dire ça, mais si, si, clairement. Malo, toi, tu as dû un peu le voir. Là où mes mouvements avant, c'était vraiment je calcule chaque mouvement que j'envoie, il n'y a pas tellement de fluidité, il n'y a pas de logique de combo, il manque de l'explosivité. Maintenant, c'est un peu plus cohérent et tout simplement parce que j'ai remarqué que à part ceux qui ont une prépa physique qui ne bouge plus, genre Cyril Thomasson, il arrive, il fait son run, il se casse, tu vois. Parce que, en fait, la prépa physique, ça fait 15 ans que on est sur du poil de cul. C'est bon, il n'y a plus besoin d'y toucher. Mais sinon, tous les autres commencent toujours par tout ce qui est explosif. Toujours. Mhm. En fait, ils vont faire une mise, pour le coup, tu vois, eux, les échauffements de 30 minutes au Pôle France, il n'y avait pas. En tout cas, pas dans celui-là. C'était, tu fais un échauffement très spécifique, extrêmement spécifique, qui a vraiment pour but de te faire passer de 0 à 100 à la fois de manière progressive, mais de manière très rapide et qui ne te consomme pas d'énergie. Ensuite, tu prends le truc le plus hard en termes d'explosivité et tu l'envoies. Et tu fermes ta gueule. Désolé, hein, mais c'est vraiment le mood que ça m'a donné. C'était vraiment l'impression que j'avais. Et si t'as peur de mourir et tout, c'est pas la question. C'est maintenant que tu vas pas mourir, donc t'envoies direct. Et une fois que tu commences à être cramé sur les trucs les plus explosifs, on dégrade. Et quand on commence à rentrer dans le ça sert à rien de le travailler, là on en arrive à ce stade-là parce que t'es trop mort et pas parce que, entre guillemets, c'est trop dur, tu vois. C'est là qu'ils vont passer sur l'entraînement de force, sur l'entraînement de résistance, sur le spécifique du nerveux, etc., etc. Mhm. Et j'ai tendance à faire pas mal comme ça maintenant. Par exemple, il y a plein de séances à la salle de gym où je vais entraîner l'agilité et la force. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'agilité où je vais m'échauffer avec quelques petits combos rapides. Ensuite, je vais envoyer le gros combo que je veux rentrer ou le gros move que j'essaye de travailler, etc. Mais très souvent, ce sera le gros combo et limite même, j'essaye de caler le mouvement que je suis en train d'apprendre au milieu, dans les premiers Mhm. passages. Quand je vois que ça me coûte trop, j'essaye de peaufiner le mouvement que j'essaye d'apprendre. Et quand je vois que peaufiner les mouvements que j'essaye d'apprendre, même les plus simples, ça commence à être cramé, ça sert pas à grand chose que je travaille vraiment spécifiquement des plus petits combos et tout. Soit je vais vouloir roder mon agilité et je vais faire presque du 7 rep d'agilité. 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, shrimp flip, shrimp flip, shrimp flip, shrimp flip, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4. C'est un truc qu'on peut retrouver même dans les combos d'Adrien. Il fait les mêmes trucs en boucle, mais par contre, il essaye de jamais lâcher la barre. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Mhm. Et sans lancer des méga power moves ou ce genre de trucs, même s'il commence à y en avoir dedans. Et quand ça commence à être trop mort, c'est le moment où je vais passer au statique. Et où là, en réalité, je ne vais pas chercher à faire des combos de statique ou ce genre de choses, c'est pas tellement pertinent. Je vais chercher à renforcer ma forme, je vais chercher à travailler mes presses, mon replacement en descente de presse et tout et tout. Je vais être encore un peu dans une logique presque combo, dans le sens où je vais vouloir garder un peu d'intensité, mais je ne suis pas en train d'essayer de travailler mes vrais combos. Et ensuite, je vais finir sur du pur renfort. Et c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup retrouvé en gym. Je précise que ça, c'est quand je prépare des passages. Sinon, encore une fois, je vais avoir un peu la même logique que la gym, c'est-à-dire pour de la création de potentiel, je vais être très spécifique. Mais du coup, ça ne rentre pas dans ta question. Tu me demandais si je dois faire les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est en prépa compète pour moi. Mhm. Tiffen, qu'en penses-tu? Si, ça fait sens. Après, je me demande pour la partie force, est-ce que du coup, tu peux quand même atteindre ta force maximale malgré le travail explosif précédemment? Bah, moi, oui, parce que je suis un spécialisé force. Pour le coup, là, j'ai vraiment calqué le type d'entraînement que j'ai vu pour des spécialistes anneaux qui, derrière, essayent de récupérer quand même un minimum de score en barre fixe, un minimum de score aux arçons, au sol. Et du coup, ils avaient tendance à faire ça. Mais effectivement, pour quelqu'un qui serait plus axé agilité, ce serait pas valable. Limite, faudrait inverser. Ben, pour moi, euh, il faut commencer. Si tu dois travailler les deux à la même séance, déjà oui, c'est en préparation compétition, ou du moins, si tu dois forcer et insister sur les deux à la même séance, c'est en préparation à la compétition, et tu commences par celui où tu as le plus de lacunes, parce qu'en prépa compétition, C'est tu ça. veux être polyvalent. Là où lorsque tu es loin des compétitions, t'es pas obligé de bosser sur tes lacunes. Tu peux te dire, ouais, non, je veux devenir un spécialiste force ou spécialiste ça, et donc bah, tu vas faire plus de séances force ou plus de séances agilité. Tu doseras ouais, tu peux doser ça en nombre de séances tout simplement, selon ce qui t'intéresse le plus.
Mais personnellement, si je devais intégrer les deux dans une séance, tout en restant concentré sur l'un, en haltérophilie, ce qui se fait le plus, par exemple, c'est aussi de commencer par la vitesse, parce que la vitesse, c'est ce qui se perd le plus vite, là où la force, c'est ce qui se conserve le mieux. Euh, Mais dans un autre sens, si tu cherches à débloquer des nouveaux moves, ça peut faire sens de faire ta force en début de séance. Et l'agilité, si tu cherches juste à maîtriser tes acquis, bah, ça peut aussi faire sens de les faire avec de la fatigue que tu as subie avant. Donc c'est dans ce genre de cas de figure-là, pour moi, où tu veux juste maintenir ton agi, progresser à fond sur ton statique, mais que tu as la flemme de dédier une séance entière à l'agi, et ben dans ces cas-là, tu les cales un peu en fin de séance pour maintenir, comme je le ferais par exemple pour bosser les jambes en street, tu vois. Genre tu mets un petit peu d'haricots verts là, par-ci par-là dans les frites, tu vois. Ah, tu les veux, tes haricots verts Ah dans mais tes je frites, veux... hein. Allez, je vais te dire des épinards maintenant si tu veux. Ok, bon, je pense que déroulement de la séance, on a quasiment fini. Il nous manque juste le dernier point. Aviez-vous quelque chose à redire avant cela? Non. Moi, ça me va, hein. Moi, je trouve qu'on parle vachement bien, hein. Ça débite. Ah ouais. Oh, ça débite. Limite, on n'est pas assez con. Ouais. Là, on n'est pas très con là. Ok, Colin, Tiffen, elle tu nous a perds 50 points de normalisé. QI instantanément. Putain, il fait ça bien. Hein. T'avais, t'avais pas calculé qu'il n'y en avait que 49. Euh, Donc ouais, je disais, le dernier point de l'entraînement qu'on n'a pas encore abordé, bah, c'est les étirements en fin de séance. Ah, ah, ah. Alors, Tiffen, tes impressions, parce que du coup, je pense que t'es celle qui a fait le plus street et gym, et est-ce que t'as gardé ça en street, ou est-ce que même à côté, tu faisais, à toi de nous dire. Alors, je l'ai gardé, mais je l'ai gardé pour le plaisir et pas par optimisation des étirements. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré que les étirements plus ou moins à froid, c'était plus efficace pour augmenter la souplesse. Donc, vous êtes peut-être pas d'accord sur ça, mais non, En sinon, passif, je suis les d'accord. étirements, oui, en Après, passif, c'est oui. délicat. Oui, là, je parle que d'étirements passifs, de classiques. Mais non, sinon, je fais quand même pas mal de séances d'étirement en dehors des séances. Donc, soit le matin ou soit quelques heures après. Et, j'ai remarqué que, ouais, en tout cas sur le passif, c'était sur ces séances-là que j'arrivais vraiment à progresser et que juste en faire en fin de séance, ça avait peu d'impact, mais c'est quand même assez agréable. Ok. Colin, ton avis là-dessus? Bah, j'imagine, moi, si j'ai rigolé, c'est parce que Tu t'étires les pas? étirements. Non, 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 rien à voir. C'est parce que les étirements en fin de séance en gym, ça a été littéralement une raison de plainte juridique. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Bah, je la refais. On a beaucoup été éduqués à ça, qu'il y avait des gros principes un peu bourrins en gym sur les étirements, sur la souplesse passive. À coup de, je pense qu'il y a plein de gens qui, s'ils ont croisé de la gym, ils ont cette image du coach de gym qui s'assoit sur les gamins en grand écart alors que le gamin, il est genre à ça du sol. Et c'est non, non, tu vas toucher maintenant, bam, en fin de séance. Genre début de séance et fin de séance. C'est ton Ouais. problème. Et le sujet est très délicat parce qu'en réalité, à un très jeune âge, bah, c'est ultra douloureux, mais c'est sans danger. Sauf s'il y a des spécificités. Sauf que l'âge à partir duquel ça devient dangereux, bah c'est flou parce qu'on grandit pas tous au même âge, etc. Donc ça a fait des situations très 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 bizarres. Globalement, il me semble qu'aujourd'hui il y a un consensus qui est que étirement passif en fin de séance, genre sans temps de pause, t'as fini ta séance, tu fais un étirement passif et tu vas chercher la souplesse, c'est une connerie. Tu ne gagnes pas en souplesse, au contraire, tu fais un réflexe du muscle qui va venir justement lutter contre cette souplesse-là, qu'il a subi comme une agression, et des techniques plus axées dans un mood un peu yoga, méditatif, lent, bien déconnecté de la séance, comme un retour au calme, qui commence à se faire de plus en plus en gym d'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace pour aller chercher de la souplesse. Mais on revient au problème que je citais au début, la gym a encore pas mal ce mindset de on va casser tous ceux qui tiennent pas le coup et on va garder ceux qui peuvent Mm. largement supporter ça.
Ce qui est pas forcément le meilleur mood quand tu veux te présenter comme un sport accessible à tous, mais qui est le meilleur mood quand tu veux te présenter comme un sport d'excellence. Et la gym a le cul entre deux chaises sur ces deux sujets-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on a énormément de gens qui partent de la gymnastique artistique pour aller sur des gyms plus douces ou sur du street. C'est parce qu'ils ont pris cher dans la gueule et tout le monde ne supporte pas ça. Mhm. Non, bien sûr. Donc ouais. Puis les étirements passifs en fin de séance, si c'est une séance qui a peut-être provoqué des courbatures, ça va encore plus les empirer. Ça va tirer sur toutes les structures contractiles du muscle. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur l'aspect juridique, bah après, ouais, j'ai déjà vu, par exemple, une coach s'asseoir sur une fille et lui faire une déchirure, quoi. Alors là-dessus, expérience personnelle, je me souviens que quand je faisais... En fait, j'ai fait 2 fois de la gym, genre j'ai fait 2 fois 2 ans. Euh, Pas très sérieux à chaque fois, mais j'en ai fait quand même. Il y avait un étirement que le coach appelait la moto. En fait, il s'asseyait et genre il s'asseyait un peu en grand écart. Toi, le gamin, t'étais assis en grand écart devant, et puis il attrapait tes pattes et il roulait sur le dos. Donc toi, t'étais allongé sur son buste et il tirait comme ça avec les bras. C'était affreux. J'ai encore des images de mes potes qui sont quand les larmes aux yeux qu'en peuvent plus. Ouais, c'était vraiment horrible. Genre, t'entendais la moto pour. Non, j'ai peur, mec, je me barrais vers les vestiaires. Donc, ouais, en effet, il y a des coachs qui bourrinent bien, bah, surtout quand on est petit. Après, l'intérêt des étirements fin de séance, comme vous l'avez décrit, il y a pas mal d'études qui montrent que ce serait pas optimal de faire en fin de séance parce que ouais, si tu as créé des lésions musculaires, bah, tu peux imaginer un petit peu une feuille de papier. Est-ce que j'ai une feuille de papier ici? Ça va Genre, repartir en couille. si, Sors regarde. le tableau Genre, Velleda. t'es là. Ok, j'ai le tableau Velleda. Regarde. Toi, t'as fait des petites lésions musculaires. Comme ça. Donc, si toi, tu viens tirer au-dessus, ça se déchire, tu vois. Magnifique. Ah, ça, c'est un bel exemple, ça. C'est pour ça que ce serait théoriquement pas optimisé, et même de manière générale, travailler sur de la fatigue, c'est pas optimisé. Mais bon, quand on est en préparation compétition, typiquement le street, si tu en compète, tu dois faire 12 runs à la suite dans la même journée, bah tu vas être obligé de t'habituer à travailler sur de la fatigue. Bon, donc voilà pourquoi moi je suis plus partisan comme vous de séparer la souplesse du reste, ou éventuellement de s'en servir comme un petit retour au calme. Mais si tu es en fin de séance, je pense pas qu'il faille rechercher de la performance là-dessus, donc max amplitude, on tire comme un bourrin. Non, plus tu avances dans ta séance en soi, moins tu peux te pousser dans tes retranchements. Parce que tu t'es déjà donné à fond sur les premiers trucs, comme on l'a dit. Vos avis Ouais, là-dessus, puis dites-moi tout. on parle bien de souplesse passive, hein, d'aller chercher plus de souplesse en passif, parce que l'actif en retour au calme et en désensibilisation musculaire, c'est top, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que très souvent, quand on parle d'étirement, parce que c'est ça, hein, souplesse, étirement, mobilité, on va pas se mentir, la majorité des gens, même des athlètes de haut niveau, mélangent beaucoup. Étirement, ça peut être de la mobilité ou de la souplesse passive. Donc je précise souplesse passive, mais en fait c'est souplesse, mobilité ou souplesse. Et en réalité, on devrait plutôt chercher de la mobilité pour un retour au calme du muscle, puis de la souplesse 1 à 2 heures plus tard, quand le muscle a retrouvé sa forme, a commencé à récupérer ses lésions. Parce que ton exemple du papier, le papier, lui, il va pas réparer sa lésion. Là où le muscle scie, et le principal problème, c'est qu'il est plus proche d'un élastique que d'une feuille, c'est-à-dire que quand il est encore tendu, venir tendre encore plus dessus, c'est vraiment favoriser que les petits arrachements. Vous le voyez très bien, hein, votre petit élastique de 5 kilos qui a une petite fente parce que vous avez marché dessus pendant que vous faisiez votre action. Et ben, si derrière, il y a un couillon qui vient s'accrocher avec l'élastique à 15 000 bornes et qui vient faire regarde, je fais une foule sans poser les mains, vous savez que l'élastique il va mourir. C'est logique. C'est logique. Et bah votre muscle, c'est pareil. Mais en attendant, quand votre élastique il est un peu fêlé, ça vous gêne pas de vous en servir sur des trucs plus modérés, sur des tensions moins grandes, etc. Et bah le muscle, il peut faire ça, mais en plus, il va réparer sa lésion. Donc si vous attendez juste 2 heures, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Vous faites un peu de mobilité et derrière, vous faites votre souplesse 2 heures plus tard. Ça, c'est idyllique. On le retrouve en pole dance, on le retrouve en escalade. C'est vraiment bien. Tiffen, ton avis? Je suis 100% d'accord. Mais après, enfin, quand on est coach, faut aussi gérer ce qui est possible de faire. Enfin, par exemple, là, je vais coacher des petites de 6 habitants.
Je pense si je leur dis ouais faites vos grands écarts 2 heures après la séance, je pense qu'il n'y a pas beaucoup Il y a qui vont le faire personne. quoi. Ouais, il y a personne. C'est ça. Donc faut forcément trouver des compromis et c'est pas toujours optimal. Dans l'aspect pratique, là où les streeteux qui sont plutôt autonomes de nature pourraient le faire, les gymnastes le feront pas. Donc, ouais, t'as bien fait de le souligner. Et moi, je tenais à relever que Colin a parlé d'élastique. Et Ouais. on a beaucoup dit, voilà ce qui se fait en gym, et voilà pourquoi nous on fait pas en street, et pourquoi ça pourrait être mieux. Mais on n'est pas allé dans l'autre sens. En street, pas mal de personnes utilisent des élastiques en fin de séance pour peaufiner leur technique. Mais en gymnastique, qu'en est-il? Moi j'ai jamais vu en salle de gym des gens faire des planches ou des frontales élastiques. Hmm. Et j'ai beaucoup vu par contre l'utilisation de gilets lestés et ça je le vois un peu moins en street, vous me corrigerez peut-être. Mm. En street Ben, freestyle, ouais, il y a moins de gilets lestés. le lest, on le voit particulièrement chez les plancheux top world en street. Hmm. Plancheux ou fronteux top world. C'est à égalité, c'est juste que Ah c'est ouais. plus instagrammable de mettre 2 kilos aux chevilles et de montrer qu'on a un touch de 20 secondes. Ok, je vois. Ouais, Tiffen. Bon, bah du coup oui, là je pense que sur les deux côtés ça pourrait être intéressant pour les gyms d'utiliser les élastiques et pour les streeteux utiliser de gilets lestés peut-être. Alors, moi, ce dont je me souviens, c'est que oui, on utilisait le gilet lesté, mais on l'utilisait pour faire des. Ça s'appelle le Ice Cream Maker. Tu sais, c'est le truc où tu te mets en position de traction, tu mets un à-coup en front et tu reviens. Donc, je voyais pas trop l'intérêt de faire ça avec un gilet de 10 kilos. Mais soit, c'était dans la programmation, donc pourquoi pas, mais je vois toujours pas l'intérêt de cet exercice. Ce que je remarque en général, c'est que les gymnastes, soit pour t'assister en fin de séance, soit c'est directement le coach qui va te porter. Par exemple, on faisait un entraînement au croix de fer. Je vais raconter cet entraînement au croix de fer parce que franchement, il est mythique. 3 fois par semaine, on faisait un entraînement au croix de fer. Le protocole, c'était, accroche-toi bien, on se met aux anneaux, donc il y a le coach qui est en dessous, et parfois même on avait aussi un petit élastique pour nous assister. Alors c'est pas vraiment, enfin c'était un grand élastique attaché au grand portique des anneaux. Donc c'est une ceinture faite pour ça, ça ressemble un peu à une Dream Machine, mais version élastique. Je sais plus par quoi on commençait. Si on faisait 8 descentes de croix de fer lente, ensuite 8 secondes on tient, et ensuite on remonte 8 fois. Et ça, c'était une série. Et on en faisait 3 à 4 par séance, en fin de séance. Et le coach, il a dit, alors vous voyez, ça, c'est la surcompensation. Donc on va faire ça pendant 3 semaines, un mois. Et puis après, on n'en fait plus pendant 2 semaines. Et vous avez tous croix de fer. Bah j'avais croix de fer. Mais par contre, Ah non, mais le c'était conditionnement des affreux. chevilles, c'est n'importe quoi. Donc voilà, Et ça c'est marchait comme ça aussi. que j'ai eu croix de fer avant d'avoir front lever et handstand. Mais ouais, je recommande pas trop le protocole. C'était vraiment. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire tout aussi bien, mais sans se flinguer nerveusement et juste ouais, être mort. Mais oui, j'en étais au streeteux qui utilisent beaucoup les élastiques pour simplifier le mouvement. Ce que je remarque, c'est que les gymnastes, eux, lorsqu'ils savent pas faire un mouvement, eh ben, ils vont plutôt utiliser de l'élan. Par exemple, les full planches, comment est-ce qu'ils les apprennent? Ben, ils font beaucoup de Stalder, je sais. Stalder, c'est ça, c'est Stalder. Presse, Stalder. C'est bon, j'ai pas fait de faute, merci. Les gymnastes ne vont pas aller crever mes pneus. Bon, bien. Euh, Beaucoup de presse comme ça, et aussi beaucoup de swing. Donc ils font leur balancé aux barres parallèles, et ils vont s'entraîner à monter de plus en plus lentement, et c'est comme ça qu'ils vont comprendre comment faire la foule. On revient encore dans cet aspect de polyvalence selon moi. Et comme les gymnastes, ils ont une coordination générale qui est meilleure, parce qu'ils sont moins spécifiques, ils sont plus à même d'apprendre les mouvements en les bossant d'abord rapidement et ensuite en ralentissant au fur et à mesure. Là où beaucoup de streeteuses, ce serait beaucoup l'inverse. Ils bossent d'abord en petite amplitude et en forçant comme des bourrins, et puis plus ça va, plus ils vont rajouter de la vitesse. Ou alors ils bossent avec un élastique d'abord, et plus ça va, plus ils enlèvent les élastiques. Ah, et tu vois, tu parles de la parade aussi. C'est vrai qu'en gym, c'est beaucoup utilisé et je me dis qu'en street, on a peut-être un peu moins cette culture de toucher les autres et tout, alors qu'en gym, c'est habituel hein, de manipuler les corps. C'est vrai qu'en street, je pense que la parade, ça peut être un outil
intéressant et pas assez utilisé. Moi, c'est un outil que j'utilise très très souvent, la parade en street. Mais effectivement, elle est bien plus dure à amener qu'en gym. En gym, ça pose de questions à personne. Genre vraiment, c'est tu vas faire un salto, je te pars, ok. Alors qu'en street, tu vas faire une sortie échappe, je te pars. Limite, c'est bah non, ça va me gêner. Ça va avoir l'effet contraire. Ce qui se défend en vrai, parce que c'est vrai que en gym, on se pose même pas la question. Mais moi, j'ai déjà remarqué plein de fois des gens qui manquaient de confiance pour l'envoyer, mais où au final, bah, avec la parade, ça devenait juste j'y arrive parce que tu me pars. Et même Mhm. quand on est. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une différence entre manipulation et parade. Une manipulation, c'est on te fait faire le mouvement. Genre, tu sautes, bras tendus comme ça, et moi je te pousse d'un coup pour que tu fasses ton salto. Et la parade, c'est tu fais le salto, mais j'ai ma main pour que tu puisses pas tomber trop vite. Et normalement, tu fais ton salto et je sers à rien. Sauf que du coup, ça crée des situations que nous, en street, on n'a pas. C'est-à-dire que nous, on va mettre très longtemps à choper la sortie échappe, mais quand on l'a, on se pose même pas de questions, c'est facile. Là où en gym, j'ai vu plein de gymnastes réussir un salto perfect. La parade, elle servait à rien. Même sur la vidéo, la main, elle est à 2 centimètres du dos. Et en attendant, le gymnaste oserait vraiment pas faire sans parade. Et alors, faire en extérieur ou faire sur praticable alors qu'il était en fausse, mais alors là, même pas en rêve. Et là vient un espèce de petit paradoxe, c'est que d'un côté, on apprend plus vite, on ose plus facilement avec ces outils, et de l'autre côté, ça peut aussi créer une nouvelle barrière qu'on n'a pas en street, qui n'existe pas en street. Et du coup, c'est très fin, et d'ailleurs, moi, encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse sur est-ce qu'il vaut mieux parer ou pas parer, j'ai l'impression que ça dépend des gens. Ouais, je te suis là-dessus. Ouais, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu un peu cette expérience quand je suis passée de gym à street. En fait, même une bascule, la faire main nue en extérieur, bah franchement, ça me faisait peur, quoi. Parce que, enfin, il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais c'est juste que je me suis tellement habituée à le faire dans un environnement sécurisé, avec des tapis, des maniques et tout, que c'était comme un gap à franchir, quoi. Et justement, c'est bien qu'on parle un petit peu d'état d'esprit, euh, parce que ce sera le sujet de l'épisode 2. Oh, vous l'avez pas vu venir la transition, hein. Mais ouais, on a parlé un petit peu des entraînements typés, enfin des entraînements hors compétition. On a parlé très brièvement de la logique à adapter pour arriver vers euh, de l'entraînement type et compète. Mais je pense que dans un deuxième épisode, ce serait bien de parler de vraiment, quand tu es proche de la compète, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue mental et qu'est-ce qui change dans les entraînements. On pourrait même parler des différents niveaux. Donc, comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est en compétition fédérale, régionale, et c'est quoi la différence avec les compétitions nationales, même dans la notation, parce que je sais qu'il y a une différence aussi dans la notation, et qu'on parle aussi de l'aspect euh, ultra pointilleux de la gym, parce que en gym, si tu pointes pas tes pieds quand tu fais ton front lever, bah tu perds les points que ton front lever te rapportait, voire tu perds plus. Donc voilà, on parlera de tout ça dans l'épisode 2. Avez-vous des choses à rajouter, mesdames et messieurs? Comment ça se fait qu'on ait été rapide, efficace et sérieux? Qu'est-ce qui se passe? C'est Tiffen qui a une bonne C'est- influence sur nous. Putain, c'est incroyable, incroyable. Tiffen, on te rappellera pas, tu nous rends intelligents. Ah putain! C'est vraiment les mecs entre eux versus les mecs avec une fille dans le groupe. Act natural. Oh là là, mais pourquoi tu finis sur un truc beauf et macho, Comment bordel? ça, bah, fait macho? Ça veut justement dire que on est vraiment teubé quand on est juste entre mecs. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, Ouch. allez, on finit là-dessus. À la prochaine pour le deuxième épisode. Allez, à plus. Aïe. Merci Tiffen.